BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Et toutes vos questions trouvent leur réponse avec la complicité ce matin de Jérôme Dédéian et mon partenaire Patrimoine. Prêt, Jérôme ? Prêt. Allez, on ouvre la boîte aux lettres et on a Alain qui voudrait savoir si vous lui conseillez ou pas de ne pas dépasser les 70 000 € de dépôt en assurance vie. C'est la limite couverte par le fonds de garantie par assureur, fonds euro et unité de compte comprise, pour des contrats qu'il détient chez Suravenir, chez Spirica, chez Swiss Life, chez Affaires et chez Mifassure. Ah oui, alors Alain est un multidétenteur d'assurance vie. C'est bien ou pas déjà ? Alors, c'est pas forcément une mauvaise idée s'il sait ce qu'il fait de chaque contrat et s'il arrive à en avoir un pilotage intégré. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de compagnie pour un seul épargnant. Bon. Alors, Alain est probablement... et pardon Alain si je vous choque, vous êtes probablement un angoissé du risque systémique. Et donc vous vous dites, finalement, le fonds de garantie des assurances de personnes me garantit par compagnie pour l'ensemble des contrats que je détiens jusqu'à 70 000 €. Et donc, j'ai déjà beaucoup de compagnies. Est-ce que je dois cantonner et avoir autant de compagnies différentes que j'ai 2 fois 70 000 € pour être sûr, en cas de crise systémique, si tous les assureurs faisaient faillite, de perdre aucun euro d'épargne? Alors, cette angoisse est compréhensible si on est vraiment très très stressé, mais je crois que c'est pas la peine de se prendre le chou avec des considérations comme celle-là. Au fond, ce qui est vrai, c'est que personne n'obtiendra jamais une garantie ou une couverture totale contre le risque systémique. Vous imaginons qu'on ait 700 000 € d'épargne. Déjà, disons-le, il y a combien dans le fonds de garantie ? Dans le fonds de garantie, normalement, il y a de quoi indemniser les 70 000 € par assuré et par compagnie. Il est doté pour ça. Donc, je crois que sa solvabilité n'est pas remise en cause. Il faut faire très attention. En fait, il y a 3 fonds de garantie. Ah oui. Le fonds de garantie des assurances de personnes avec tous les assureurs dits traditionnels, en tout cas tous ceux qui y adhèrent. Il y a l'équivalent pour les mutuelles, les compagnies d'assurance vie qui relèvent d'institutions du Code de la mutualité 45. Et puis il y a le fonds de garantie des institutions de prévoyance qui fonctionnent tous les 3 de la même manière pour les compagnies d'assurance vie qui sont liées, ou les contrats d'assurance vie qui sont liés à des institutions de prévoyance. Bon. Et dans les compagnies dans lesquelles est Alain, on peut citer par exemple l'Affaire, qui n'est pas une compagnie en tant que telle, mais qui est garantie via Aviva, l'assureur du contrat Affaires, dans le fonds de garantie des assurances de personnes classiques, et la MIF qui est plutôt une mutuelle 45 qui doit être donc dans le fonds de garantie des mutuelles 45. Alors après, il faut savoir raison garder. C'est une bonne idée si on a beaucoup d'épargne en assurance vie, d'avoir 1, 2, voire 3 compagnies pour répartir ses risques. D'accord ? Et ça permet, si jamais il y avait un accident sur une compagnie mal anticipé par la loi Sapin, qui est quand même très protectrice et qui préviendra, ça permet d'être sûr qu'on n'est pas coincé dans une compagnie ou qu'on ne perd pas tout son argent parce qu'on a réparti. Maintenant, si on a 700 000 € d'épargne, 10 compagnies d'assurance différentes, ça crée un problème de pilotage, de consolidation, de reporting, et on risque de perdre le contrôle de l'allocation générale de son épargne en fonction de ses projets. Donc moi j'ai envie de dire à Alain, vous inquiétez pas, toutes les compagnies que vous me citez, partout où vous avez des contrats, c'est garanti, vous avez largement assez d'assureurs, vous en avez peut-être même un peu trop pour un pilotage efficace. Bon, donc c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Voilà, alors il y a un point qu'on peut préciser quand même qui est très important, c'est que ces fonds de garantie concernent toutes les compagnies, sauf des cas très précis, et ça c'est très important, en devoir de conseil à la souscription d'un contrat, que la personne qui vous vend le contrat d'assurance vie vous informe là-dessus, posez-lui la question, si jamais il ne le fait pas, puisque le fonds de garantie ne concerne pas les compagnies qui opèrent depuis l'Union européenne ou l'espace économique européen en libre établissement ou en LPS. Et donc, il faut faire bien attention quand on vous propose un contrat qui est d'une compagnie de l'Union européenne ou de l'espace économique européen qui opère en libre établissement ou en LPS, vous n'êtes pas dans le fonds de garantie des assurances de personnes, il faut peut-être réfléchir avant de souscrire. Bon, donc Alain, il faut qu'il fasse attention à ça aussi. Voilà, mais Alain a surtout beaucoup de contrats dans beaucoup de compagnies, et je lui pose la question, je lui renvoie sa question, est-ce que vous êtes sûr Généralement dit un usage, un contrat ? Alors, oui, parce que c'est souvent un réflexe psychologique qu'on a de ne pas aller taper dans une réservoir d'épargne qu'on destine à un projet si on l'a bien cantonné dans un compte spécifique. Après, c'est plus compliqué que ça en fonction de l'antériorité de vos contrats, etc. Mais il ne faut pas avoir trop de compagnies, 2 ou 3 pour diversifier, ça suffit pour se protéger contre un risque systémique. Je voudrais dire aussi que si jamais il y avait un risque systémique tel que toutes les compagnies étaient en danger,
de toute façon, là, on aurait tous d'autres problèmes que de savoir si on récupère au moins 70 000 euros par compagnie. Question de Bernard. Bien qu'ayant effectué en ligne ma déclaration d'impôt sur le revenu 2020 le 7 juin dans les délais prévus, eh bien Bernard nous dit « Je n'ai toujours pas reçu d'avis d'imposition à date. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel décalage? Est-ce que c'est un cas fréquent? Est-ce qu'il y a un retard particulier dû à la situation Covid ?» Visiblement, il n'a pas obtenu de réponse satisfaisante de l'administration. Ouais. Bon, on a tous fait notre déclaration d'impôt normalement dans les délais, et normalement, si votre situation est une situation standard, vous avez dû recevoir votre avis d'imposition sur le revenu dans votre espace personnel particulier de finance.gouv, du site des impôts, en août. Si vous ne l'avez pas reçu, ça veut dire que soit l'administration n'est pas parfaite, soit votre situation fait que... Soit vous ne rentrez pas dans les cases. Voilà. Alors, l'administration pas parfaite, je vais évacuer. Il peut arriver qu'il y ait eu localement quelques désorganisations de services fiscaux. Évidemment, l'administration ne va pas dire « c'est de ma faute parce que j'avais du personnel qui n'était pas disponible et que je n'ai pas pu traiter tout ce qu'il fallait ». Et donc, elle ne le dira pas à Bernard. Il est plus probable que Bernard est dans un des cas où l'avis d'imposition arrive avec un décalage, parce que au moment où il a rempli sa déclaration, les logiciels des services des impôts ne pouvaient pas calculer son impôt automatiquement, et ça nécessite une intervention manuelle, une reprise, pour être sûr qu'on fait un certain nombre de vérifications. C'est le cas notamment quand vous avez des choses un peu compliquées dans votre déclaration, soit que vous avez eu des avances ou des crédits d'impôt sur un certain nombre d'éléments qu'il faut recalculer, reprendre avec un retour en arrière pour être sûr de bien recalculer le montant. C'est le cas aussi, par exemple, quand vous avez des plus-values en report d'imposition qui ont été cédées, où là, c'est repris. Et il est probable que Bernard a, dans sa situation civile, fiscale, un ou deux éléments qui font qu'il y a ce décalage. Le truc ultime, c'est pour les expatriés qui reviennent en France et pour lesquels souvent l'avis d'imposition n'est disponible qu'en décembre. Alors, il faut que Bernard se rassure, c'est pas parce que son avis d'imposition n'est pas arrivé qu'il a un risque, puisque ça dépend bien de la date de calcul de son impôt sur le revenu, et on lui fera son échéancier de paiement ou de correctif ou de remboursement en fonction de la date réelle de calcul sur son impôt, donc il risque pas d'intérêt de retard ou de pénalité. En revanche, si Bernard, et ça a l'air d'être le cas, n'avait pas de choses particulières, expatriés ou etc., ça veut dire que si en octobre il a rien su, début octobre, je lui conseille vraiment là de se rapprocher de son centre des impôts pour être sûr qu'il n'y a pas un truc qui cloche. Bon, voilà, donc encore un petit peu de patience, mais c'est vrai que parfois on nous le demande. C'est vrai, et alors souvent, vous savez, au moment où vous saisissez votre déclaration, vous avez un avis temporaire, ce qu'on appelle un ASDIR, qui est émis automatiquement et qui vous sert de justificatif tant que vous n'avez pas reçu votre avis d'imposition définitif pour un certain nombre de démarches administratives. Le problème, c'est que si vous êtes dans le cas de Bernard, ce qui a l'air d'être le cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu calculer automatiquement son impôt au moment de la déclaration, ça ne vous produit pas cet ASDIR. Alors, s'il a vraiment un besoin de justificatif, il peut vraiment s'adresser à son centre des impôts. Le service est quand même bon aujourd'hui. La réactivité est bonne pour demander le justificatif dont il a besoin en attente de son avis d'imposition définitif. Donc soit un peu de patience, soit vous décrochez le téléphone ou vous vous rendez aussi, parce que le présentiel existe à nouveau dans ces services-là, et vous pouvez vous déplacer dans votre centre d'impôt pour avoir des infos. Bernard, question de Françoise, elle voudrait fermer ses comptes dans une de ses banques, en l'occurrence il s'agit du Crédit Agricole, mais il y a une assurance vie Floriane ouverte depuis 2004 et elle nous dit donc je peux pas parce qu'elle voulait transférer cette assurance vie ailleurs. Ouais. On en revient à notre transfert. Alors, on en revient, il y a deux sujets dans la question de Françoise qui est un peu ambiguë. La première chose, c'est quand vous êtes dans une banque à réseau classique, d'accord, souvent, votre identifiant unique, c'est votre compte bancaire central. Et ils ne savent pas, même s'ils vous ont vendu des produits de filiales, typiquement contrat d'assurance vie, etc., vous gérez comme client, avec tout le service, s'ils n'ont pas au moins un compte bancaire à votre nom. Et donc, si le sujet de Françoise, c'était de terminer sa relation bancaire avec le Crédit Agricole, et d'ouvrir ses comptes ailleurs, tout en conservant son assurance vie au Crédit Agricole, c'est évidemment possible, sauf que le Crédit Agricole va peut-être lui dire que pour des raisons techniques, elle a besoin de maintenir un compte courant dans la banque, même s'il n'y a rien dessus. Mais dans ce cas-là, il faut au moins qu'elle exige trois choses. Premièrement, que ce compte courant soit sans frais, s'il est maintenu. Deuxièmement, que ça soit limité à un compte. Souvent, il y avait des choses, on peut lui interdire de fermer tous ses comptes, ça c'est commercialement, c'est inacceptable. Et puis, évidemment, elle peut obtenir l'engagement de ne pas recevoir de nouvelles sollicitations commerciales si elle voulait terminer sa relation avec la banque. Bon. Et en revanche, si elle pensait qu'en clôturant sa relation bancaire
avec le Crédit Agricole, elle pouvait transférer son assurance vie. Là, je suis au regret de dire à Françoise que la transférabilité des contrats d'assurance vie en France n'est que interne à la même compagnie depuis la loi Pacte. On l'a arraché de haute lutte. On en avait même parlé sur ce plateau à de nombreuses reprises en termes de débat. Et que donc on a aujourd'hui une espèce de déni de concurrence qui est que vous ne pouvez pas changer votre prestataire d'assurance vie en conservant votre contrat fiscal avec l'État, l'antériorité, etc. Ça marche pas. Et donc la seule chose qu'elle peut faire, c'est soit regarder si elle peut racheter progressivement son assurance vie sous le radar d'impôt sur les plus-values dans le cadre du disponible non imposé de retrait annuel du foyer, pour souscrire un nouveau contrat. C'est d'autant plus vrai que depuis la réforme de l'assurance vie de 2017, en fait, le coût induit de souscrire un nouveau contrat en termes de fiscalité, si j'ai besoin de mon argent plutôt que les dates fatidiques des 8 ans qu'on évoque traditionnellement pour l'assurance vie, est devenu quasiment marginal. Et donc on peut avoir intérêt, si on veut améliorer la gestion de son contrat d'assurance vie, à souscrire un nouveau contrat et à l'alimenter progressivement. Et on ne peut pas lui suggérer de profiter du PER pour terminer son contrat Florian et en basculant sur un PER. Ça, c'est autre chose. Vous savez qu'on a obtenu de haute lutte au moment de la création du PER dans la loi Pacte la possibilité d'une franchise doublée d'exonération d'impôt sur les plus-values pour les rachats d'assurance vie pour alimenter le PER et aller chercher la réduction d'impôt. Mais là, ça dépend vraiment du besoin de liquidité et de la surface et de la stratégie d'épargne de Françoise. Ça peut être une piste et je l'encourage vivement à se rapprocher d'un professionnel pour la regarder à fond. Question de Stéphane qui souhaiterait connaître les critères d'éligibilité du PEA. Il voudrait savoir, s'agit-il d'actions ou de fonds de l'Europe géographique, de l'Union européenne ou de la zone euro? Et est-ce que, par exemple, nous dit-il, une action en couronne danoise est-elle éligible au PEA? Et si oui, quels sont les risques liés au taux de change? Alors, le périmètre du PEA, on va répondre très très précisément à Stéphane, c'est toutes les sociétés. Donc ça veut dire actions ou titres émis, certificats d'investissement, etc., par des sociétés de l'Union économique européenne à 27 et de l'espace économique européen, qui n'a pas cité dans sa question, mais c'est donc UE à 27, donc on a sorti les titres anglais avec le Brexit des PEA, on en a parlé, ça a donné lieu à quelques manips parfois intéressantes sur le plan logistique. Donc Union européenne et espace économique européen, et comme évidemment le Danemark fait partie de l'Union européenne et de l'espace économique européen, eh bien un titre émis par une action, par une société danoise est éligible au PEA et au PEA-PME de Stéphane, si jamais elle respecte les critères du PEA-PME. Voilà. Mais elle est cotée en couronne. Alors, elle est cotée en couronne danoise, donc il faut effectivement avoir souscrit un PEA sur lequel on est capable de vous inscrire des titres dans des devises autres que l'euro, avec éventuellement le risque de change associé, puisque quand vous investissez dans un titre qui est coté dans une monnaie qui n'est pas la vôtre, eh ben vous prenez un risque de change, en plus du risque lié à l'investissement intrinsèque. Et ça, c'est facile de le faire ? Normalement, toutes les banques proposent des PEA qui sont capables d'intervenir sur tous les marchés cotés de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Alors vous allez me dire, mais l'espace économique européen, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs, on va faire un peu de culture générale, ce que c'est par rapport à l'Union européenne? C'est très très simple, c'est tous les pays de l'Union européenne, l'espace économique européen, auquel il faut rajouter le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Voilà. Après, je connais mal la cote norvégienne de Liechtenstein et de l'Islande, mais ça veut dire que si on trouve une action cotée islandaise qui nous plaît, on peut la mettre dans son PEA. Si on trouve une action cotée du Liechtenstein, il n'y avait pas la Suisse. Non, la Suisse n'est pas dans le PEA. Causé des problèmes au moment de la fusion Lafarge-Holcim. C'est quand même un problème récurrent qu'on a sur les questions d'auditeurs. Toutes ces questions autour du PEA, que ce soit l'éligibilité des titres. Vous avez rappelé le PEA-PME. Voilà. Alors il y a ça, on a quelques sujets dans le PEA. Hein. On a ce sujet-là, et notamment dans le PEA-PME, on a aussi un sujet de gisement d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, les sociétés éligibles au PEA-PME, cotées avec de la liquidité, en fait, elles ne sont pas légion à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, tuyau de collecte élevé sur gisement étroit, ça fait généralement un petit effet de bulle, en tout cas sur certains titres. Et donc, évidemment, on milite, on est nombreux professionnels, et nous, on le fait dans le cadre de notre lobbying sur l'épargne à Planète CSA, le syndicat des courtiers, dont je suis vice-président. On milite beaucoup pour élargir l'univers d'investissement des PEA et notamment du PEA-PME par le haut, en faisant sauter la contrainte de 5000 salariés, parce qu'il y a énormément de sociétés qui respectent les autres critères d'éligibilité au PEA-PME, moins d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, moins de 2 milliards de capi, mais qui sont grosses pourvoyeuses d'emplois et qui dépassent les 5000. Donc on élargirait le gisement par le haut, et là il y a pas mal de boîtes cotées qui ont besoin de financement pour se développer. Puis il faut aussi l'élargir par le bas, en trouvant des solutions pour rendre plus liquide pour un épargnant standard, entre guillemets, des actifs non cotés, type fonds de private equity. On s'y emploie et il y a de la technologie qui est en train d'être déployée là-dessus.
là-dessus. Il nous reste 4 minutes juste pour répondre peut-être à Ronan qui nous interpelle sur la campagne politique. En fait, il a entendu tout à l'heure au cœur du face-à-face venir cette question politique et il s'interroge, est-ce qu'il est urgent de passer au crible politique son patrimoine? En clair, est-ce qu'il faut redouter d'éventuels changements de fiscalité par exemple et donc bénéficier à plein aujourd'hui de dispositifs existants qui pourraient sauter? Voilà. Est-ce que c'est une préoccupation qu'il faut avoir quand on aborde une élection présidentielle par exemple? Alors la réponse est, si on est soucieux de ses deniers, de son organisation patrimoniale, il y a évidemment très souvent des décisions à prendre pour anticiper ou en conséquence d'évolutions réglementaires et notamment d'évolutions fiscales. Après, il y a un point très important, c'est que vous ne ferez jamais dire à un professionnel du patrimoine que j'espère être qu'on prend ses décisions en fonction de la fiscalité. Oui. On prend ses décisions de structuration de son patrimoine, d'organisation, en fonction de ses objectifs personnels. Où est-ce que je veux vivre, ce cadre de vie, avec qui, comment, avec quels revenus, actuels et futurs, et qu'est-ce que je veux éventuellement transmettre. Et ça donne une organisation civile. Et ensuite, dans les schémas d'organisation civile qui servent vos objectifs de vie, l'endroit où vous voulez vivre... D'abord, on définit le cadre. Voilà, on a le droit de ne pas être crétin et d'aller chercher les solutions qui sont fiscalement les plus avantageuses. Il est quand même très très rare qu'une évolution réglementaire liée à un changement de gouvernement, la mise en œuvre d'un programme économique ou fiscal, entraîne des modifications substantielles de l'organisation civile du patrimoine de quelqu'un si elle a été correctement pensée et qu'elle correspond toujours à sa situation. Mais on a quand même le droit, puisque un épargnant ou un citoyen averti en vaut deux, on a le droit de s'intéresser au programme économique des candidats, d'abord pour évidemment avoir dans ses critères de choix, pas seulement des critères de politique publique, mais aussi des critères de microéconomie, d'impact des programmes des candidats sur son patrimoine, sa surface financière, et essayer d'aller là où on pense que c'est le plus favorable pour soi. On a le droit de le faire, même si ce n'est pas le seul critère de décision du bulletin que vous mettez dans l'urne. La deuxième chose, c'est qu'il est un peu tôt dans la campagne présidentielle pour avoir un peu une vision extrêmement claire de qui émerge. Et donc moi je conseille de faire ce travail, si possible avec un professionnel en anticipation, plutôt au moment où on sait exactement qui sont les candidats qui ont passé les runs des différents primaires, des différentes obédiences politiques. Ça veut dire qu'il ne faut pas piloter son patrimoine avec ça, mais que si on a dans les cartons, je pense par exemple à une décision de cession de résidence principale ou autre. Exactement. Si on savait qu'on voulait le faire, ça vaut peut-être le coup de se préoccuper. Exactement. De savoir si je peux vous donner un exemple très précis, si on a encore 30 secondes. Ouais. Bon. Il y a eu, lors du quinquennat précédent, donc celui de François Hollande, une décision totalement aberrante sur le plan macroéconomique et qui a beaucoup pénalisé la croissance en France et le réinvestissement, qui était la taxation des dividendes à l'impôt sur le revenu. Tous les entrepreneurs qui détenaient les actions de leur entreprise en direct se sont retrouvés et qui vivaient de dividendes. Un entrepreneur, souvent, ça ne se paye pas très cher. Les fameux pigeons. Le salaire moyen d'un patron, c'est 46 000 euros brut. Et le surcroît, c'est le dividende lié au profit de sa boîte qui décide de ne pas réinvestir dans le développement de sa société. Bon, tous les gens qui détenaient leur patrimoine en direct, les actions de leur entreprise en direct, se sont fait piéger. Par cette mesure. Bon. Et typiquement, la réaction, c'était de créer une ligne patrimoniale, d'apporter ces titres et de faire tirelire avec le dividende en franchise de fiscalité en attendant des jours meilleurs. Bon. Ça, c'est typique d'une réaction fiscale intelligente en face d'une mesure de politique publique et qu'on peut soit anticiper, soit organiser une fois qu'on sait exactement à quelle sauce on va être mangé. Et voilà quelques idées à avoir en tête. Ronan, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Jérôme Dédéian, mon partenaire patrimoine.